Je m'appelle Michel Vandenberg, voilà, donc je suis président du campus cyber. Mon parcours est un peu atypique puisque je suis vraiment un autodidacte. Je suis un rare détenteur du grand chelem. J'ai fait 2 secondes de première de terminale, tout ça pour échouer lamentablement au bac. Mais ça montre quand même qu'avec un peu de ténacité, on peut réussir. J'ai travaillé pendant 10 ans pour des grandes sociétés américaines dans le domaine de la cybersécurité. Ensuite, j'ai créé ma propre entreprise qui s'appelait Atheos, que j'ai revendue en 2014 à Orange pour créer Orange Cyberdéfense, qui est aujourd'hui le leader européen de la cybersécurité. C'est plus d'1 milliard d'euros de revenus en cybersécurité. Et en 2020, donc à la demande du président de la République, j'ai été missionné pour imaginer, dans un premier temps, puis bâtir ce campus cyber dans lequel on se trouve aujourd'hui. On s'aperçoit que malgré l'importance aujourd'hui de sécuriser ce monde qui est de plus en plus numérisé, on a du mal à attirer les jeunes parce qu'on a l'image dans la cybersécurité systématiquement que pour faire de la cyber, il faut être un peu geek à capuche, être un peu pas parler trop aux autres et être un peu enfermé tout le temps devant son PC. On voit souvent comme ce qu'on appelle des hackers éthiques, donc qui ont des rôles extrêmement importants. Mais il y a plein d'autres métiers au niveau de la cybersécurité aujourd'hui, et c'est ça qu'on veut essayer un peu de créer, des rôles modèles justement pour attirer les jeunes vers nos métiers, attirer les femmes aussi. On souffre cruellement du manque de femmes dans la cybersécurité. On parle de 15 à 18% de femmes dans la cyber. Quand on fait des réunions de cybersécurité, on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait le cas. Donc voilà, c'est un des objectifs du campus, c'est créer de l'attractivité en disant il y a plein d'autres jobs dans la cybersécurité. Et surtout, c'est un métier qui a énormément de sens. Parce qu'effectivement, on s'aperçoit que en sécurisant aujourd'hui la vie de nos concitoyens, qui est de plus en plus numérisée, on n'a qu'à prendre le métro et regarder aujourd'hui le nombre de personnes qui lisent un bouquin et celles qui sont connectées sur leur portable ou sur leur iPhone ou sur leur téléphone portable. Effectivement, c'est un monde qui est complètement hyper connecté. Donc il faut le sécuriser, on a besoin de compétences dans ce domaine. Il faut qu'on crée ces fameux rôles modèles pour que les jeunes se sentent attirés vers notre métier. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Venez, parce qu'effectivement, moi j'appelle ça, voilà, notre métier c'est pompier ou casque bleu du numérique. Voilà, c'est-à-dire qu'on est là pour protéger un monde dans lequel ils vivent au quotidien, dans lequel il y a des gens qui profitent justement de cette numérisation, de cet accès extrêmement facile à l'information pour duper les gens. Donc on a un métier qui a plein de sens. Voilà, et donc venez visiter le campus cyber pour voir aujourd'hui ce que c'est que travailler au quotidien dans le monde de la cybersécurité. L'histoire dit que c'est une grande idée du président Emmanuel Macron qui, après avoir été visiter Beersheba, vous savez, qui est le grand centre de cybersécurité israélien, a demandé au départ aux gens de l'Annecy de créer un modèle aujourd'hui de Beersheba, mais à la française. Voilà, c'était ça la difficulté, c'est de savoir ce qu'il voulait dire par à la française. Donc l'idée est venue comme ça. On a au départ créé donc un groupe de travail pour voir déjà si les gens avaient envie de créer ce campus cyber, de se rassembler, puisqu'on rassemble quelque part parfois aussi des concurrents. Donc est-ce que cette idée de partage était quelque chose qui était voulu et qui était crédible? On a donc présenté plusieurs projets, dont celui que j'ai porté, qui était de dire un projet privé-public, c'est-à-dire porté par les acteurs privés et soutenu par l'État. Et puis 2, un lieu totem dans lequel aujourd'hui, en pleine période, parce qu'on a créé le campus en pleine période de Covid, de retour de création du télétravail, etc. Donc un lieu qui donne envie aux gens de venir y travailler. Et c'est ce qu'on a réalisé en inaugurant le campus cyber en 2021. Plutôt bien, effectivement. Donc c'était quand même un pari audacieux au départ quand on a un peu interrogé les différents acteurs qui voudraient se positionner sur le campus. On parlait de 8 à 10 000 m². Aujourd'hui, le campus cyber, c'est 26 000 m² qui sont quasi remplis. C'est plus de 1000 experts qui viennent y travailler au quotidien, qui viennent d'entreprises extrêmement différentes, des entreprises plutôt étatiques, l'État, le ministère de l'Intérieur, l'ANSSI, la recherche avec l'INRIA, le CNRS, etc. Des très grandes entreprises comme Orange Cyberdéfense, Capgemini, Atos, Thales. Les experts ont positionné leurs experts cybersécurité au sein du campus cyber, des startups, des PME, mais surtout des clients finaux, ce qu'on appelle les bénéficiaires, qui viennent aussi au contact des fournisseurs, au contact de la communauté cyber pour partager, pour essayer de moins subir aujourd'hui cette cybercriminalité. Déjà, ensemble, on est plus fort. Voilà, c'est le premier message qu'on doit passer. Et puis 2, on est plutôt bon en cybersécurité. On a de bons experts en cybersécurité en France. On est un pays qui est reconnu pour son expertise. Les rassembler, le montrer, le faire savoir au monde, c'est extrêmement intéressant. On a reçu plus de 150 délégations étrangères ici au campus qui nous disent les Français, vous avez fait un truc qui n'existe pas ailleurs. Il n'y a pas
de campus cyber aujourd'hui de cette taille dans les autres pays. Donc il faut qu'on soit fier de ce qu'on a réalisé. La souveraineté, c'est important, puisqu'effectivement, on voit qu'aujourd'hui, on est dans un monde, je parlais tout à l'heure, hyper connecté et complètement numérisé, mais toutes les infrastructures ne sont pas construites sur la technologie européenne et française. On est soit chez les Américains, soit de plus en plus chez les Chinois. Et effectivement, ça veut dire qu'à un moment, on ne maîtrise plus son destin. Vous avez eu Trump qui fait par exemple du chantage en disant « je ne vais plus vous livrer de matériel électronique dans certains pays ». C'est catastrophique. Voilà. Donc il faut qu'on retrouve cette souveraineté numérique. Je pense que sur les infrastructures, ça va être un petit peu compliqué. Par contre, au moins d'avoir la souveraineté de nos données et de faire à ce que les données aujourd'hui qui soient générées sur le territoire européen et qui concernent les citoyens européens puissent être protégées et garanties par un peu de souveraineté qu'on doit maintenant travailler au niveau de l'Europe et pas seulement au niveau de la France. Mais absolument, voilà, je pense qu'on a reçu par exemple les gens de la cybersécurité de la Maison-Blanche qui nous ont dit « Waouh, les Français, voilà, c'est eux qui nous ont dit vous avez fait un truc que nous, on n'a pas réussi à faire et qu'on va peut-être essayer de réaliser ». On a les Espagnols qui ont dit voilà, ce serait bien qu'on crée des lieux totems dans chaque pays d'Europe pour qu'on puisse justement partager sur les nouvelles façons de se protéger, sur comment l'IA peut nous aider à mieux se protéger. Par exemple, comment on peut partager des bases de threat intelligence, de capteurs pour pouvoir mieux détecter les cyberattaques. Oui, on devient un peu inspirant pour d'autres pays. Et je vais parfois, moi justement, dans d'autres pays pour expliquer un peu comment on a fait ce campus, comment on l'a réalisé et comment il vit au quotidien. Il y a 2 grands combats à mener. Le premier combat, c'est justement de créer l'attractivité pour ne pas souffrir de ce manque de talent et de faire à ce qu'on puisse avoir aujourd'hui des jeunes qui soient attirés par nos métiers parce qu'on aura de plus en plus besoin d'experts pour pouvoir cybersécuriser ce monde qui se numérise de plus en plus. Le deuxième sujet, c'est d'essayer d'être dès la création d'une rupture technologique. Trop souvent, on arrive après. Trop souvent, la cybersécurité n'est pas prise en compte dans le développement de nouvelles technologies. On l'a vu avec toutes les grandes avancées technologiques. À chaque fois, la cybersécurité, on arrive un peu après. Là, il y a une grande rupture technologique qui arrive, c'est l'IA. Toute cette semaine, on n'a parlé que de ça, d'IA. On n'a pas beaucoup parlé de comment on allait créer la confiance dans toutes ces nouvelles technologies, comment on allait faire travailler ensemble les gens de la cybersécurité et les gens de l'IA pour faire ce qu'on appelle du secure by design, c'est-à-dire dès le début, essayer de faire à ce qu'il y ait moins de vulnérabilité possible dans les nouvelles technologies qui sont mises en place. Ces IA qui sont de plus en plus intelligentes, de plus en plus utilisées, il va falloir les protéger pour éviter qu'elles soient... on parle d'empoisonnement d'IA maintenant, on parle de récupérer des modèles de LLM pour pouvoir les copier, etc., etc. Tout ça, il va falloir le prendre en compte, il va falloir le cybersécuriser. Il ne faut pas que la cybersécurité arrive comme trop souvent après la bataille. Je pense que là, c'est vraiment là-dessus que je pense qu'il faut qu'on change de braquet. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que quand on regarde de façon assez froide, les Américains, ils innovent, les Chinois, ils copient et les Européens, ils régulent. Voilà. Bon, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Redonnons de la place, redonnons-nous les moyens de pouvoir être un pays innovant et qui porte ces startups et qui porte aujourd'hui ces entreprises aujourd'hui, parce qu'on est extrêmement bon en France. Mais effectivement, quand vous voulez créer une boîte, si vous allez du côté de la Silicon Valley, vous trouvez des fonds extrêmement rapidement. En France, faire naître une nouvelle idée, une nouvelle technologie, il faudrait qu'on soit rentable dès la première année, quoi. Donc, il faut remettre l'innovation au centre des modèles, de la cybersécurité, et pas seulement créer des lois pour nous protéger. Pour moi, c'est l'IA, voilà. C'est vraiment, pour moi, c'est une rupture technologique aussi importante que la création d'Internet. Ça va bouleverser notre quotidien, c'est sûr et certain. Donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure, attention, parce qu'effectivement, quand on voit que, en général, quand il y a une grosse rupture technologique, vous avez 2 camps. Vous avez ceux qui sont les accélérateurs, qui accélèrent à tout prix, et on voit, c'est typiquement ce que font les Américains, en mettant des sommes colossales aujourd'hui pour pouvoir accélérer le modèle d'IA. Et de l'autre côté, vous avez les gens qui regardent que ce soit quelque chose qui soit de confiance et utile pour la société. Donc je pense que pour moi, ce qui est important, c'est de s'assurer à ce qu'on continue à maîtriser aujourd'hui ces intelligences artificielles. Quand on voit des IA qui entraînent des IA sur des modèles d'IA qui sont générés par des IA, on dit tout ça, et que les gens disent on verra bien ce que ça va donner. Il faut faire attention quand même. Tout ça, ça reste quand même des données un peu personnelles, ça reste un peu des données qui sont mises à disposition de beaucoup de monde. Il faut y faire un tout petit peu attention.